Salut à tous et bienvenue. Je suis Muche de Truc Prod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement, prenez une bière, un paquet de chips et parlons ciné. Avant de commencer le vif du sujet, j'aimerais revenir très vite fait sur quelque chose que j'ai normalement déjà abordé dans une précédente vidéo, que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait. Dans cette dernière, j'explique quelles sont mes ambitions, mes buts et mes envies concernant les vidéos que je suis en train de tourner, mais je pense qu'il est quand même important d'y revenir très vite pendant cette vidéo. Il faut savoir que je n'ai pas la science infuse du cinéma. J'ai d'énormes lacunes dans ce domaine, il y a énormément de films dits cultes que je n'ai jamais vus. Bref, je suis pas un expert. Cependant, c'est un sujet qui me passionne et dont j'ai envie de vous parler. J'ai suivi des cours depuis le lycée concernant ce domaine-là et c'est quelque chose que j'ai envie de retransmettre. C'est des trucs qui m'ont passionné pendant des années et je trouverais ça dommage de garder tout ça pour moi, sachant que j'ai quand même quelques connaissances dans le sujet. Je n'estime pas vous apprendre quoi que ce soit de primordial au sein de ces vidéos. J'essaierai juste de vous transmettre certains trucs que j'ai appris de façon intéressante, assez drôle et ludique. Si toutefois vous estimez que vous en savez plus que moi et que mes vidéos ne vous servent à rien, que vous ne trouvez que vous n'avez rien à faire devant, je vous invite à passer votre chemin. Vous ne manquerez à personne et surtout pas à moi. Ceci étant dit, commençons. Le cinéma d'animation, tout le monde voit à peu près ce que c'est, je pense. Mais à mon avis, il est important qu'on parte tous sur la même base de connaissances pour poursuivre le sujet en profondeur. Et donc pour ça, je pense qu'il faut qu'on se remémore un petit peu la définition de cette branche particulière du cinéma. Si on s'en réfère au grand et fiable Wikipédia, on nous apprend que le cinéma d'animation est un ensemble de techniques qui ont été mises au point à partir du 19e siècle, d'abord par la reprise du principe de la bande dessinée et l'utilisation de procédés optiques et mécaniques ne dépassant pas 2 secondes dans leur représentation, jouets optiques, folioscope, etc., puis permettant des durées de représentation plus importantes qu'il... C'est chiant. Non mais honnêtement, on va se le dire, c'est chiant. Donc on va essayer de rendre la chose un peu plus intéressante et compréhensible. Le mouvement, dans le cinéma d'animation, ce n'est qu'une illusion. Rien ne bouge. Le principe de l'animation, c'est la mise bout à bout d'images fixes qui, s'enchaînant à une certaine fréquence, donne cette sensation de mouvement. En général, on a à peu près 24 images par seconde. Cette volonté de représenter le mouvement, elle date pas du cinéma d'animation, puisque dans l'Antiquité déjà, on cherchait à donner cette impression et cette sensation de mouvance. Dans l'art antique, on représentait un mouvement par le point culminant de ce dernier. Eh bien, c'est le même principe dans le cinéma d'animation. Les différentes et principales poses constituant un mouvement vont être représentées pour que le cerveau du spectateur fasse le reste. Ainsi, la moitié du travail se fait dans la tête du spectateur. En vous présentant certains points culminants d'un geste, votre cerveau va définir ce qui s'est passé avant et après les différents points. Et donc ça va créer un mouvement complet. C'est un petit peu de la vulgarisation plus, mais en gros ça marche à peu près comme ça. Bon, vous vous en doutez, le cinéma d'animation ayant énormément évolué entre Steamboat Willie et Spider-Man New Generation, la définition est assez variable. Cependant, sur les bases, ça reste toujours plus ou moins la même chose. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus et qu'on a à peu près une définition de base, on va remonter quelques années en arrière. Comme son grand frère en prise de vue réelle, le cinéma d'animation a des prédécesseurs et des notions qui ont permis petit à petit d'arriver jusqu'à lui. L'ancêtre du cinéma d'animation, c'est le théâtre optique d'Émile Reynaud, pour ceux que ça intéresse, et c'est un mot un peu savant qui finalement désigne quelque chose qu'on connaît tous. Le principe est très simple, faire une suite d'images dans laquelle chacun des dessins diffère légèrement du dessin précédent, faire s'enchaîner ces dessins pour donner une impression de mouvement. Le secret là-dedans, c'est de faire s'enchaîner les dessins d'une façon régulière. Et d'ailleurs, les premières inventions à ce sujet-là vont en fait être des procédés qui vont permettre de faire s'enchaîner tous ces dessins-là d'une façon très régulière. L'invention de base, donc celle d'Émile Reynaud, possède une forme circulaire et s'actionne grâce à une manivelle. Ça date des années 1880, soit environ 5 ans avant les premières projections cinématographiques en France. L'invention en elle-même a connu de nombreux dérivés, servant tous à la même chose et poursuivant toutes le même but, à savoir faire s'enchaîner une plaquette de dessins. Ces dérivés peuvent avoir par exemple des formes différentes ou encore des mécanismes qui varient les uns des autres. On va également voir émerger certaines inventions qui sont encore très célèbres aujourd'hui, comme par exemple le folioscope. Tout ça finalement ce sont des mots un peu barbares qui désignent des choses tout à fait communes qu'on a tous vues au moins une fois dans notre vie. Mais bien que ces inventions on en ait tous déjà vues au moins une fois dans notre vie, je pense, on est quand même très loin du vrai cinéma d'animation. Donc finalement on a le droit de se poser cette question, c'est quoi le vrai premier dessin animé? Et bah c'est ça. Ça a été fait par Émile Coll en 1908 et ça s'appelle Fantasmagorie. Et attention mesdames et messieurs, vive le camembert, parce que c'est français.
Si on rentre dans la partie plus technique de la chose, un dessin animé comme celui-ci a été en fait fait avec un matériel qu'on appelle feuilles de celluloïd ou encore cellulo, qui sont en fait des feuilles transparentes qui permettent de dessiner des personnages et leurs mouvements tout en gardant toujours le même fond, ce qui est un gain de temps considérable. Le dessin animé a très vite intéressé tout un tas de personnes puisqu'il est faisable de façon industrielle. Contrairement au cinéma en prise de vue réelle, le cinéma d'animation ne nécessite pas de lieu de tournage ni de moyens humains trop importants, ou du moins pas aussi difficiles à mettre en place. On a également la possible réutilisation des mêmes planches de dessin qui va permettre une grande reproductibilité et une production massive du cinéma d'animation, ce qui est quelque chose qui est totalement impossible dans le cinéma en prise de vue réelle. Et parmi toutes ces personnes que ça va intéresser, on va voir émerger les véritables pionniers du genre. Ces pionniers, c'est ceux qui vont réussir à faire se transformer le cinéma d'animation en ce qu'il est aujourd'hui. On va par exemple avoir les frères Fleischer ou George Herriman qui, grâce à leurs dessins animés et à tous leurs personnages, vont réussir à s'ancrer définitivement au sein de cette branche. Ce qui prône dans le genre jusque-là, c'est l'humour, le gag. Et d'ailleurs, au début du cinéma d'animation, on a eu énormément de petits films qui mettaient en scène une simple vanne, un petit gag. Et cette culture de la blague, elle va finalement être retranscrite dans le cinéma d'animation. Les frères Fleischer vont avoir un immense impact dans le cinéma d'animation. Ils vont créer des personnages qui encore aujourd'hui sont mondialement connus, comme par exemple Betty Boop ou Félix le chat. D'ailleurs, si tous ces graphismes vous disent quelque chose, c'est pas étonnant, puisqu'il y a quelques années de ça, un jeu vidéo qui a énormément marché et qui s'appelle Cuphead s'est servi de l'identité visuelle et de la patte des frères Fleischer pour créer sa propre identité visuelle. Bon, ici on est sur des dessins animés qui datent des années 20-30, donc forcément on est à un moment où la branche a eu le temps de se perfectionner et où les moyens techniques ont eu le temps d'évoluer, donc ça permet plus de choses aux animateurs. Les frères Fleischer, eux, utilisent le principe de la rotoscopie. Ça consiste à détourer un personnage et ses mouvements et à le rendre complètement indépendant de son fond, pour se servir du corps comme d'un véritable matériel. D'ailleurs, le principe de la rotoscopie, on l'utilise encore aujourd'hui, et même dans le cinéma en prise de vue réelle. À partir de ce postulat, on peut partir du principe qu'il est possible d'utiliser le cinéma en prise de vue réelle pour créer de l'animation. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est possible et qui va être fait. Parallèlement à ça, c'est également dans ces années-là que les films sonores deviennent la base. Tout le monde veut du sonore, le muet n'intéresse plus vraiment personne. Et malheureusement d'ailleurs, je pense que vous le savez sûrement, mais certains grands cinéastes n'ont pas du tout réussi la transition entre muet et sonore. On pense par exemple à Buster Keaton qui a complètement disparu avec l'arrivée du parlant. Pour le cinéma d'animation et en particulier pour les frères Fleischer, le parlant et le sonore ce n'est pas du tout un problème. Ils vont parfaitement réussir leur transition, notamment grâce à leur personnage Betty Boop. Et d'ailleurs, certains de leurs films sont exclusivement basés sur le son. On pense par exemple à Ain't She Sweet, qui est un dessin animé qui sert uniquement de support visuel à une chanson chantée par Lillian Ross. Those who sang it never went wrong. So while the bouncing ball gives you the tempo, won't you folks all follow along? Ain't she sweet? See her coming down the street. Now I ask you very confidentially, ain't she sweet? Ce modèle-là de dessin animé qui va servir uniquement de support visuel à une musique ou à un fond sonore, c'est quelque chose qui va être très vite exploité par quelqu'un que vous connaissez tous. Et bien que cet homme et tout ce qu'il ait créé ait beaucoup de détracteurs à l'heure actuelle, je ne pouvais pas faire une vidéo sur le cinéma d'animation sans en parler. Je veux bien sûr parler de Walt Disney. Il faut bien se rendre compte que c'est Walt Disney qui a transformé le modeste modèle du cinéma d'animation en une véritable industrie. Walt Disney a commencé en tant que dessinateur dans une petite boîte de dessin publicitaire dans laquelle il touchait pas un rond ou du moins moins de la valeur de 50 € par mois. Bon après ça on s'en fiche un peu, on n'est pas ici pour faire un cours d'histoire sur la vie de tonton Walt. Disney va assez tôt dans sa carrière créer des personnages emblématiques qui vont le suivre tout au long de sa vie et qui vont même lui survivre. Et là on pense tous au même personnage mais non, le premier personnage qu'il a dessiné ce n'est pas Mickey. Si vous êtes très connaisseur ou si vous avez joué à Epic Mickey, vous savez que le prédécesseur de
Mickey s'appelle Oswald the Lucky Rabbit. Pour des raisons de droits d'auteur et d'argent, Walt Disney va très vite être obligé d'abandonner Oswald et va le remplacer par Mickey. Et d'ailleurs on le voit bien au niveau des traits, Mickey est très largement inspiré d'Oswald. Pour la petite anecdote, le premier nom de Mickey c'était Mortimer. Voilà, alors ça je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, parlons un peu de Mickey. Mickey n'a pas toujours été la gentille petite souris qui est connue mondialement aujourd'hui. Non, à ses débuts, Mickey était une véritable petite saloperie. Mickey prenait plaisir à torturer absolument tous les animaux qui n'étaient pas des souris. C'est complètement du racisme. Bref, Mickey va vraiment être le point de départ aux nombreux dessins animés réalisés par Walt Disney. Il faut bien se rendre compte que Walt Disney était vraiment quelqu'un qui connaissait le cinéma d'animation et qui était un véritable génie dans le domaine. Il va d'ailleurs créer quelque chose qui est absolument révolutionnaire et qui s'appelle la caméra multiplane. La caméra multiplane était une espèce de table à dessin sur plusieurs niveaux qui s'empilaient les uns par-dessus les autres. On dessinait sur le niveau le plus en dessous le décor, par exemple une forêt, et on faisait défiler le décor en coordonnant le mouvement de rotation avec les mouvements des personnages qui étaient sur les plans plus hauts que le décor. On prenait évidemment les mouvements image par image. Si le décor semble plus loin que le personnage, c'est parce qu'il l'est réellement. Si Mickey s'éloigne dans l'image, on va non seulement rétrécir le dessin, mais également le faire passer sur des plans inférieurs. Voilà. Pour ma part, je trouve ça vraiment ingénieux. Quand je faisais se rejoindre Ain't She Sweet des frères Fleischer et Walt Disney, c'est parce que ce dernier va être à l'origine de ce qu'on appelle les Silly Symphonies. Les Silly Symphonies, ce sont une série de 10 films qui sont sortis entre 1929 et 1939 et qui sont des films exclusivement basés sur une musique. On va notamment avoir un dessin animé qui s'appelle Une petite poule avisée et qui est le premier dessin animé à mettre en scène Donald Duck. Avec ces définitions-là de la Silly Symphonies, on pourrait partir du principe que Fantasia n'est juste qu'une immense Silly Symphonies. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'encore aujourd'hui, le lien entre image et son dans le sens large, donc à savoir bruitage, dialogue, musique, etc., est vraiment imbrisable. La relation entre les deux est primordiale et l'un n'existerait pas sans l'autre, ou du moins l'un ne fonctionnerait pas aussi bien sans l'autre. Prenons un exemple précis, si je remplace le son de cette scène par un autre son, même qui se situe dans le même registre, vous verrez que ça n'a pas le même effet. Ce principe-là et cette utilisation du son, on va appeler ça le Mickey Mousing. C'est en fait cette façon de coordonner chaque mouvement du personnage avec un bruit d'instrument. Par exemple, quand Mickey va faire un pas, on va avoir une percussion qui va se jouer. Quand il va y avoir une chute, on va avoir un bruit de trompette, ce genre de choses. Bon, on a beaucoup parlé d'histoire et on s'est énormément attardé sur la même période, mais en même temps, il faut bien comprendre que tout s'est joué à ce moment-là. Ce qui est devenu le cinéma d'animation ensuite n'aurait pas existé si ça n'avait pas été là. Finalement, ce qui s'est passé par la suite, ce ne sont que des ajustements, des choix visuels, etc., etc. Donc on va essayer de passer un peu plus vite sur ces sujets. Bon, bien que les moyens techniques évoluent, le principe, lui, reste toujours le même. C'est une succession d'images fixes. Mais finalement, ça veut tout et rien dire, puisque dans le cinéma en prise de vue réelle, c'est aussi la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que les évolutions techniques du cinéma d'animation, elles consistent essentiellement à rendre cette succession d'images plus lisse, plus nette, moins visible en fait. D'ailleurs, on le voit bien avec les dernières grosses productions de chez Disney, Pixar ou encore DreamWorks, on ne voit plus un seul coup de crayon. Et les dessins, si on peut encore appeler ça ainsi, sont tous réalisés par ordinateur avec des logiciels qui feraient planter n'importe lequel de nos PC. Représentation ou suggestion des objets sur une surface à l'aide de moyens graphiques. Oui, donc sinon finalement on peut encore appeler ça des dessins. Toutefois, l'avantage du cinéma d'animation fait par ordinateur, c'est qu'il permet plus de choses. On peut par exemple intégrer des prises de vue réelles aux images de synthèse. On peut intégrer des images obtenues autrement que par ordinateur. L'animation par ordinateur, c'est un terme assez large qui désigne aussi les effets spéciaux. Donc là, on va partir du principe qu'on parle uniquement des films d'animation. Le premier film uniquement réalisé en images de synthèse, vous le connaissez tous, c'est celui-ci.
C'est donc les studios Pixar qui pour la première fois font l'exploit de réaliser un film d'1 h 30 uniquement en images de synthèse. Comme je l'ai un peu dit précédemment, le gros avantage des images de synthèse, c'est leur grande malléabilité, la façon dont on peut les manipuler beaucoup plus facilement que les dessins papier. On peut établir une espèce de jeu entre les images en prise de vue réelle et les images de synthèse. D'ailleurs, aujourd'hui, on a énormément de films qui font la parfaite fusion entre ces deux univers-là. Par exemple, Star Wars passe constamment de la prise de vue réelle à l'image de synthèse et intègre même des images de synthèse à des plans en prise de vue réelle. On a également aujourd'hui des films qui mettent l'accent sur la distance qu'il y a entre images de synthèse et prise de vue réelle. On va par exemple avoir Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui jusque dans sa diégèse va faire en sorte de mettre l'accent sur cette distance-là. Dans ce film, on nous dépeint un personnage ouvertement raciste envers les toons, envers le monde de l'animation. Et d'ailleurs, même si le film ne justifie pas le racisme de ce personnage par le fait que l'animation commence à empiéter sur la prise de vue réelle, on peut clairement voir ça en sous-texte. Je ne vais pas m'étendre plus sur la 3D puisqu'on sait aujourd'hui à quel point elle a fait des progrès, à quel point le sens du détail va toujours plus loin et à quel point on a des images qui sont bluffantes. Chacun a son avis là-dessus, certains pensent que ça tue la créativité et que ça empiète sur le côté humain du cinéma d'animation, d'autres pensent que c'est l'avenir. Pour ma part, je pense simplement qu'il ne suffit pas d'avoir de gros moyens et d'avoir toujours les nouveautés à la pointe de la technologie pour faire de bons films, et d'ailleurs certaines œuvres en témoignent. En revanche, malgré les évolutions techniques et les moyens que propose l'époque, certains réalisateurs font le choix de partiellement ou de totalement s'éloigner de l'image de synthèse. On pense par exemple au studio Ghibli qui aujourd'hui encore utilise la technique ancestrale du dessin papier. Et les œuvres du studio, et notamment celles d'Hayao Miyazaki, sont d'ailleurs très appréciées par ce côté dessin humain et poétique. Si je devais donner mon avis là-dessus, je dirais qu'il est quand même plus facile de diffuser une certaine forme de poésie avec des dessins papier, des dessins qu'on a fait soi-même. Pour moi, c'est quelque chose qui permet vraiment de mettre toute son âme dans notre œuvre. Je suis pas en train de dire que l'animation par ordinateur ne contient aucune poésie, c'est complètement faux. Je dis juste que l'une des deux techniques s'y prête mieux. Les films d'Hayao Miyazaki sont réalisés pour la grande majorité d'entre eux avec du dessin papier. Selon moi, le dessin papier est la façon la plus optimale de rendre son dessin et son œuvre poétique. Et de poésie, l'univers Ghibli déborde. On peut également avoir d'autres techniques, comme par exemple les studios Aardman qui eux utilisent la technique du stop motion. C'est une technique qui consiste à prendre des milliers de photos de personnages physiquement existants. Ça peut être des mannequins, des marionnettes, de la pâte à modeler. On va animer ces personnages en les faisant bouger dans la vraie vie, on va prendre une photo pour chaque mouvement qu'ils font. Les studios Aardman, vous les connaissez forcément, même si le nom ne vous dit rien, puisque c'est eux qui ont créé les célèbres Wallace et Gromit. D'ailleurs, la technique du stop motion a aussi été utilisée pour réaliser l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps, j'ai nommé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Toujours dans cette technique, on pourrait également parler de Kubo et l'armure magique, qui se sert de l'origami comme d'un matériel pour le stop motion, ce qui donne un effet absolument incroyable. Bon, je pense que jusque là on a bien défini ce qu'était le cinéma d'animation. On a parlé des pionniers, de son histoire, des différentes techniques possibles, de la différence entre les images de synthèse et la prise de vue réelle, tout ça. Mais maintenant j'aimerais lancer un débat sur lequel je m'efforcerai d'apporter mon avis et mon opinion. Quels sont les liens qu'entretiennent le cinéma en prise de vue réelle et le cinéma d'animation? Quelle distance il y a entre eux? Sur quel point ils se rejoignent? Sur quel point ils sont totalement opposés? On va s'efforcer d'en parler un peu. La ligne qui sépare le cinéma d'animation et le cinéma en prise de vue réelle est finalement assez fine, et elle concerne en grande partie la technique pure, la façon de produire le dit contenu. Le cinéma d'animation est un enchaînement d'images fixes qui, mises bout à bout, vont créer un effet de mouvance. Chacun des cinéastes ayant contribué à bâtir l'édifice du cinéma d'animation y a apporté ses opinions, son point de vue, ses innovations. C'est finalement en cela que les deux genres se ressemblent énormément, puisqu'il n'est pas rare dans le cinéma en prise de vue réelle de voir un réalisateur qui va réellement révolutionner un genre ou une technique. Comme je l'ai dit précédemment, le cinéma d'animation est issu du dessin, numérique ou papier. Cela implique donc qu'un cinéaste d'animation puisse détenir tout le contrôle sur ses dessins. Dans le cinéma d'animation, rien n'est laissé au hasard. Si un stylo ou un livre se trouve sur un plan, c'est que quelqu'un a voulu qu'il y soit. Contrairement au cinéma classique, dans lequel on peut parfois être dépendant par exemple d'un décor, sans avoir vraiment la main mise totale dessus, sans qu'on puisse réellement le modifier. L'animation, elle, offre la possibilité de tout décider et de modifier chaque détail tel que le réalisateur l'a voulu. Dans un film en prise de vue réelle se passant par exemple à New York, la ville serait telle qu'elle est véritablement, à moins d'engager des véritables fortunes en effets spéciaux. En cinéma d'animation, New York peut avoir la tête que le cinéaste veut qu'elle ait. La ville devient totalement malléable. Et ça, c'est pas seulement pour le décor.
tout est modifiable dans le cinéma d'animation, tout est travaillable à la guise du cinéaste. En ce qui concerne la mise en scène et les effets qui peuvent être produits, les deux cinémas permettent la même chose. Le raccord, les échelles de plan, les cadres, ce sont des éléments qui existent que ce soit dans le cinéma d'animation ou dans le cinéma en prise de vue réelle. La seule chose qui change, c'est la façon dont on va les réaliser. Parfois avec une caméra à la main, parfois avec un crayon. Il en va de même pour les processus narratifs, la façon dont on veut raconter l'histoire. Finalement, que ce soit un genre ou l'autre, on peut y faire la même chose à ce niveau-là. La séparation des deux disciplines n'est donc pas du point de vue de la diégèse, puisque à ce niveau-là, les deux disciplines permettent les mêmes choses. Cependant, pour certains, il sera plus judicieux de choisir l'un des deux genres pour tel ou tel type d'histoire. Un film de super-héros, par exemple, sera pour certains plus adapté au style de l'animation, puisque ce dernier permet plus de choses. Il ne faut pas pour autant cantonner un genre cinématographique ni au cinéma d'animation, ni au cinéma en prise de vue réelle, car les deux sont possibles. Parlons un peu maintenant de la différence qu'on a entre les acteurs et les personnages de cinéma d'animation. Dans ce dernier, la cartoonisation des corps permet de repousser le jeu d'acteur ainsi que les facultés humaines primaires. On aura donc des personnages capables de toutes sortes de choses, et le plus important, on n'aura aucune justification à apporter sur leurs facultés. En effet, les spectateurs, au fil des années, ont été habitués à certains standards du cinéma d'animation. Et ça ne les surprend plus aujourd'hui, par exemple, de voir le coyote se faire péter la tronche à coups de dynamite dans une scène, et dans la scène suivante, péter le feu. Ça serait pas possible dans le cinéma en prise de vue réelle. Pourtant, certains films d'animation cherchent à être les plus réalistes possibles, et cela passe par un souci du détail important, que ce soit au niveau des lieux, des mouvements du corps, etc. Mais un film d'animation aura beau être le plus réaliste possible, il ne restera qu'un film d'animation. Il ne restera qu'une représentation de la vie réelle. Un film d'animation ne pourra jamais faire que représenter le réel. Ces deux genres, semblant au premier abord très éloignés l'un de l'autre, n'ont finalement pas tant de différence que ça. Bien que la technique diverge du tout au tout, ils sont du point de vue narratif capables des mêmes choses. Bien qu'en fonction du genre choisi, l'effet sur le spectateur ne sera pas le même. Cependant, ils sont tous deux capables de faire rire, d'émouvoir et de faire ressentir quelque chose à leur spectateur. Il ne faut donc pas considérer l'animation comme un sous-genre, mais bel et bien comme un égal du cinéma en prise de vue réelle. Voilà, donc sur ce se conclut la petite vidéo du jour, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les points sur lesquels il faudrait que je m'améliore. J'ai essayé de mettre au point un petit cadre sympa, mais je vous avoue que j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Donc si jamais vous avez des idées, je suis très preneur. Également, si vous avez des idées sur les thèmes que je pourrais exploiter dans la vidéo, j'ai plusieurs idées sur les prochaines vidéos, mais si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part, et puis je verrai ce qui est intéressant ou non. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Je vous invite aussi à aller checker le Instagram dont j'aurai mis le lien en dessous de la vidéo, si vous avez des demandes concernant des projets audiovisuels que vous voudriez que je vous réalise, moi et mon collègue. Puisqu'avant toute chose, et avant même les vidéos, c'est ce qu'on fait, à savoir réaliser les projets audiovisuels quels qu'ils soient, toute personne, quelle qu'elle soit. Voilà, donc je vous dis à très bientôt tout le monde, bisous.